Allez, c'est reparti. Voilà, c'est fait. L'enregistrement est lancé. Puis ce coup-là, je vais essayer de le sauvegarder. Ça pourrait être une bonne idée. Alors, je ne répondrai pas à la seconde question de Mademoiselle Partouche. Euh, combien y a-t-il d'exercices en général? J'en sais rien, ça dépend ça dépend de mon envie. Donc, il y a un exercice, deux exercices, trois exercices. De toute façon, l'examen dure 1 heure et demie. Hein. Donc, soit vous avez un relativement grand exercice, soit vous en avez deux moyens, soit trois petits. Donc, vous voyez, juste pour information, ceux qui ont assisté au cours, pas juste qui ont connecté leur ordi et qui après sont allés prendre un café dans la pièce d'à côté, ceux qui ont vraiment assisté au cours, qui interviennent régulièrement, vous n'avez pas de souci à vous faire, en fait, il n'y a pas de piège. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de compliqué. Donc, en fait, parce que je sens à certaines questions qu'il y a un peu de pression, ce qui est normal, hein, ce qui est légitime, je ne reviens pas là-dessus. Ce que je veux dire encore, s'il y a un conseil que j'ai à vous donner, alors sur le cours, bon, le cours c'est facile, il faut répondre au cours. Hein, donc, soit vous le connaissez, c'est bien, soit vous ne le connaissez pas, c'est tant pis. Sur les exercices, encore une fois, il n'y a pas des développements énormes. Donc, déjà, première chose, lisez 2 fois l'énoncé. Prenez le temps de le lire dans son intégralité. C'est-à-dire, n'ayez pas le réflexe que vous avez certaines fois, c'est-à-dire vous jetez sur l'énoncé, première question, calculez ça, pas vous calculez, puis après vous vous rendez compte que dans la troisième question, en fait, il y a une partie, vous avez déjà répondu à la première parce que vous êtes précipité. Donc, lisez qui est très court, ça fait, mes sujets, ils font, je sais pas, comme une fois que ça fait 15 lignes, c'est le bout du monde, hein, 10 lignes. Donc, lisez l'intégralité, ce qui vous permet de structurer un peu le rythme des questions, donc le rythme de vos réponses. Faites-les au brouillon, puisqu'encore une fois, vous avez un rectangle pour répondre. Donc, je ne vous demande pas, là non plus, une des particularités, c'est que je ne vous demande pas, ce n'est pas un étalage de ce que vous savez, c'est certaines fois d'être précis. Moi, j'aime bien les réponses courtes, alors pas trop non plus, il faut qu'il y ait un peu de truc dedans quand même, mais je vous pose une question, d'accord, si vous devez répondre vous avez, je ne sais pas moi, on va dire une page, le rectangle fait une page, les 5 questions de la grande question, les 5 sous-questions, doivent tenir dans cette page. Donc, c'est à vous de paramétrer. Donc, ça dure 1 heure et demie, mais sincèrement, pour le faire depuis bientôt 15 ans, ceux qui ont bien travaillé, qui sont carrés, en 1 h 20, 1 h 15, 1 h 20, on peut quasiment avoir fini. Donc, vous voyez, il n'y a pas de longueur. Après ceux qui vont commencer les révisions la veille au soir, ça risque d'être un petit peu chaud. Mais après, chacun fait en fonction de ses priorités. Voilà. Donc je sais, je réponds parce que je vois bien une ou deux. Vous pouvez nous dire une moyenne en général des notes du partiel? Oui, la moyenne en général, c'est oscille entre 5 et 6,5. 7 les bonnes années, quoi. Voilà. Bon, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour ceux qui se sont évanouis, là, qui sont tombés de leur chaise, détendez-vous. Vous avez des questions de gens très inquiets. C'est assez intéressant, tiens, d'ailleurs. Je ne sais pas, les questions doivent être à 11, 11,5. La moyenne, excusez-moi. La moyenne, c'est 11, 11,5. Encore une fois, la moyenne, alors ça, on en a parlé avec de la VAR. Tiens, je devrais faire de la VAR, des moyennes d'examen, puisque c'est une densité. Hein. On va être, la moyenne ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, ceux qui ont travaillé régulièrement, les notes montent largement à 18, 19, on a de temps en temps 20. C'est-à-dire que pour ceux il n'y a pas de piège, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de technicité sortie du sous-bois avec un piège de calcul que personne n'aura vu. C'est généralement basique. Par contre, les notes descendent jusqu'à 0,5. C'est-à-dire que je suis toujours épaté. Je me dis que certaines personnes ont dû suivre le cours, mais alors vraiment avec un dilettantisme assez stupéfiant, parce que si vous avez suivi les revues de presse, vous avez lu les slides, vous avez participé, vous avez été présent, gratter 10 points, 10 points, sincèrement, ce n'est pas miraculeux, je vous assure. Enfin, je ne vous dis pas de vous détendre trop parce que vous n'avez pas révisé, mais
Le QCM doit être, ça dépend, change les années, le QCM porte déjà sur 5 points, 4 points, 5 points. Les questions de cours, avec les questions de cours, on est à 8-9. Ceux qui ont travaillé, alors il y a pas mal de slides, hein, mais ceux qui ont travaillé régulièrement, sincèrement, on peut déjà être à 8-9 sur les questions de cours. Vous voyez, comme s'il n'y a pas de piège, c'est précis, ça certes c'est précis, mais il n'y a pas de piège. Donc, si vous voulez, quand à la fin de la partie questions de cours QCM, il y a des gens qui ont 1 point sur 9 ou 10, sincèrement, je ne vais pas dire qu'ils l'ont fait exprès, mais il y a un moment, ils sont passés un peu à côté du cours, quoi. Voilà, c'est ce que je vais essayer de dire. Alors, les 2 chapitres seront traités? Ben non, comme on ne les a pas fait en cours, parce que je suis très bavard pendant la revue de presse, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant d'essayer de relier l'actualité. Donc non, je ne vais pas vous interroger sur ce qui n'a pas été fait en cours. Donc on va s'arrêter, chapitre 6, la titrisation, et puis voilà. Non, ça serait pervers, ça tient. Merci de me donner l'idée, Benjamin, mais non, je ne le ferai pas. Donc on va s'arrêter, là, on va traiter, on va faire la titrisation. On a 1h30 pour faire la titrisation. Ah, c'est fabuleux, vous avez plein de questions. N'y voyez pas moquerie de ma part, hein, je trouve ça absolument génial. Oui, il y a des points négatifs dans le QCM, mais comme là non plus, comme je ne veux pas être d'une trop grande... Alors pourquoi il y a des points négatifs? Ça évite les réponses au sort, hein, ça vous oblige un peu à faire attention. Par contre, une réponse juste vaut plus 0,5 points et une réponse fausse vaut moins 0,25 points. Donc, on n'est pas sur un QCM à point négatif trop violent. D'accord? Si vous regardez bien, vous avez 8 questions. Vous pouvez vous tromper une fois ou deux, ça va. Répondre les bases, je n'avais pas très bien compris l'introduction. Alors, sur la titrisation, en fait, on n'avait pas fait grand-chose. Donc, ça va être assez facile de reprendre les bases. Et donc, voilà, on va dire que j'ai bien répondu aux questions sur l'examen. Donc, encore une fois, détendez-vous, non pas au sens où l'examen est facile, je ne dis pas spécialement facile, mais détendez-vous au sens où ceux qui ont assisté au cours, ceux qui ont été présents, ceux qui ont travaillé régulièrement, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de questions. Il y a quelques questions précises, le QCM, où il y a 1 ou 2 questions de cours qui sont vraiment très, très précises, mais qui ne sont pas piégeuses. Voilà, c'est ça l'idée. Et les examens non plus, les exercices non plus. Donc, voilà. Oui, je vais réexpliquer la titrisation, ne vous inquiétez pas. Donc la titrisation, c'est juste le temps un petit peu de repartir. Donc, en France, donc une loi assez récente, une loi assez tardive. Donc, en fait, encore une fois, là, en France, en Europe continentale, la titrisation n'a pas atteint les niveaux des États-Unis. Mais c'est normal, parce qu'aux États-Unis, la titrisation, c'est une activité qui a aujourd'hui 50 ans. Donc, en fait, il faut bien prendre conscience de ça, c'est que aux États-Unis, la titrisation, même à l'époque de la crise de 2008, en 2008, ça a déjà 38 ans, c'est une vieille opération assez banale. Alors, on en a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est devenu grand public en 2008, donc il a fallu expliquer, donc tout le monde avait son mot à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les CDS, j'en parlerai un petit peu plus tard, il y a des produits financiers qui sont récents. Il y a beaucoup de produits financiers qui sont bien plus récents. Par exemple, les banques américaines titrisaient bien avant qu'elles utilisent des produits dérivés. D'accord? Black-Scholes, c'est 73, la première titrisation, c'est 70. Donc encore une fois, désacralisons un peu le produit. D'accord? C'est quelque chose d'assez ancien. Le tranching, ça aussi, j'y reviendrai. Le tranching de titres, c'est également quelque chose qui date de 1983. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un produit qui est né en 2002 et qui a explosé en 2008. On est sur une technique assez ancienne et d'ailleurs qui a repris depuis aux États-Unis. Alors en Europe, on est un peu plus prudent avec ce phénomène-là, d'accord, mais aux États-Unis, encore une fois, c'est quelque chose d'assez ancien. Vous voyez, là, ça, je crois que je vous les ai présentés la semaine dernière, donc on vient, d'accord. Donc, première titrisation en France 89, mais sous des pratiques très, très, très cadrées. On n'est pas dans l'envolée américaine. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour présenter. Alors, pourquoi le développement
tardif en Europe. D'abord, parce qu'il n'y avait pas l'environnement juridique. Et ça, c'est quelque chose alors, qui est valable dans tous les produits financiers. Vous avez des pays où on crée le produit et on le lance. Et en fait, l'idée un peu bac à sable pour les fintechs, on lance, on essaye et après, on va construire une loi autour. Et vous avez d'autres pays, notamment l'Europe continentale, où tant qu'on n'a pas un environnement juridique défini, on ne fait pas émerger le produit. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de cadre juridique. D'accord? Donc ça, c'est ce qui peut expliquer la différence entre, par exemple, la Grande-Bretagne et les États-Unis, où vous avez des systèmes juridiques qui, justement, qui vont beaucoup plus s'adapter à l'économique, d'accord, au social, alors d'autres pays vont attendre. Il n'y avait pas en Europe, on n'a pas les agences fédérales pour le financement du logement, ça c'est aussi très américain. D'accord, donc on n'avait pas, parce que les agences fédérales sont censées justement prendre en compte, garantir le mortgage, garantir le crédit. Donc c'est aussi toute une manière de procéder le crédit immobilier qui a favorisé la titrisation. Ensuite, le coût d'accès au marché du capital était bon marché. Donc ça aussi, on va revenir. La réglementation était moins exigeante. On va voir l'effet de la réglementation. Je vais avoir un petit graphique pour répondre à 2-3 questions sur les bases de la titrisation. Et il y avait une autre question aussi. Bref, voilà, une question sur la titrisation. Je vais revenir sur la base. Et le traitement prudentiel, c'est ce que je viens de dire, était incertain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la banque ne sait pas ce qu'elle va faire, comment elle va traiter réglementairement la titrisation, en fait, elle hésite à le faire. Voilà, absence des ratios de solvabilité, c'est ce que je disais. Alors, je vais revenir là-dessus. Ah, voilà, ça marche. Donc, je vais revenir sur la base. On va reprendre vraiment le commencement, ça va nous permettre d'être bien clair. Donc, voilà, on va envisager une banque, d'accord, qui a, on va envisager qu'elle fait que du crédit, peu importe si elle fait de, quoique, on va envisager, tiens, et puis elle fait un peu de marché, 20 de marché. On va considérer qu'elle a une certaine structure de passif, dette plus dépôt, d'accord, et des fonds propres. Voilà. Donc dette plus dépôt, ça va jusque-là. Donc, il va y avoir plusieurs contraintes, d'accord, qui vont être la croissance de la clientèle, qui vont être le risque. Je vous ai dit que tant que le crédit est au bilan, il fait porter du risque, d'accord, que c'est très contraignant pour les banques. Lorsqu'elles vont prêter à 20 ans, elles vont avoir du crédit pendant 20 ans, c'est contraignant. Ensuite, vous avez le ratio de fonds propres qui nous dit qu'il faut qu'il y ait 8% de fonds propres. Ce qui veut dire que si, par exemple, ici, la banque, dont je vous montre le graphique, si la banque est au niveau de sa contrainte en fonds propres, en gros, elle ne peut plus prêter. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'ici, si elle veut avoir de nouveaux clients, d'accord, elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas assez de fonds propres. Donc, elle est bloquée. Encore une fois, il n'y a pas que le problème de ratio de fonds propres, puisqu'encore une fois, la titrisation, d'accord, est apparue aux États-Unis bien avant les ratios de fonds propres. Donc, on est plus ici, d'accord, sur de l'optimisation de bilan, sur de la recherche de liquidité. La partie ratio, on le verra, n'a fait qu'accélérer la titrisation, mais ce n'est pas ça qui l'a créé. Donc, que peut faire la banque qui se retrouve avec ce crédit, d'accord, à son bilan, crédit qui, encore une fois, génère du risque et puis finalement n'est pas très intéressant. Elle peut très bien en prendre une partie, ici, et elle va le vendre. Alors, elle va le vendre à qui ? Eh bien, il va y avoir création d'un véhicule qu'on va appeler Special Investment Vehicle ou Special Purpose Vehicle. Alors, pourquoi le nom de véhicule ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une société sujette aux droits des sociétés traditionnelles. En gros, on est plus sur l'idée d'un fonds, d'accord, que l'idée d'une société. C'était la première chose. Bon. Donc, elle prend ce crédit, elle le vend à un véhicule, qu'on va appeler crédit. Le véhicule, d'accord, achète les crédits,
D'accord? Donc, la banque se retrouve avec du liquide à son actif. Le bilan est équilibré. D'accord. Et maintenant, elle a du liquide, donc elle a un bilan un peu plus liquide. Elle peut à nouveau rechercher d'autres clients. Enfin, ça lui permet, elle, on va le voir juste après. D'accord. Et en face, le véhicule va émettre des obligues qui vont provenir d'investisseurs qui peuvent être des hedge funds, qui peuvent être des fonds de pension, pourquoi pas de l'épargne retraite, quoique dans certains pays, ils n'auront pas le droit d'aller sur ce type de produit. Ça peut être des fonds souverains, sous certaines conditions de notation. Enfin, bon, ça peut être tout un ensemble d'acteurs qui vont acheter. Donc, les acheteurs qui achètent ces obligations, d'accord, eh bien, sont rémunérés uniquement sur ce que produit le crédit. Non, les clients à qui ont été accordés les crédits ne sont pas du tout au courant de la titrisation, c'est-à-dire que eux, en fait, ils continuent de rembourser la banque, la relation commerciale se fait avec la banque, ils continuent de rembourser, et après, d'accord, les flux vont aller directement au SPV. Alors, il n'y a pas besoin de leur accord, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de leur accord, parce qu'en fait, ça ne change rien pour le client. Juridiquement et financièrement, d'accord, le client, lui, continue d'avoir uniquement, d'accord, une relation avec la banque. Alors justement, j'avance un peu et je réponds à la question d'Arthur Montéan. Juste petit détail en passant, comme ça on va être clair, c'est qu'en fait, ces obligations vont s'appeler, excusez-moi, des ABS, c'est là qu'interviennent les ABS, les Asset Backed Securities. D'accord. La titrisation, c'est transformer un crédit en titre, donc en anglais, c'est securitization. Donc, ce sont des titres, des securities, qui sont collatéralisés par des actifs qui sont du crédit. Voilà. Donc, en fait, la notion d'ABS signifie qu'on émet des titres que les investisseurs achètent, d'accord, et ces titres sont collatéralisés par le crédit. Ça me permet maintenant de répondre à la question d'Arthur Montéan. D'accord, c'est que à partir du moment où le collatéral des ABS, c'est du crédit, d'accord, eh bien, s'il y a défaut de paiement, c'est le véhicule qui paye. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, la perte liée au défaut de paiement sera transmise directement au SPV. Alors aussi, tout est vite très compliqué en titrisation. On verra plus tard que ce n'est pas si facile que ça. Mais normalement, si la titrisation a été bien faite, on crée c'est insupportable ça. On crée d'accord, on crée, c'est pas grave, on a créé, d'accord, un mur, une distinction entre la banque et le véhicule. Donc, si la titrisation est bien faite, il y a un défaut de paiement, ce sont les investisseurs qui ont acheté les ABS qui vont supporter, d'accord, le défaut de paiement. Alors, on va voir, il y a beaucoup d'outils qui vont protéger, c'est-à-dire que les choses ne se font pas aussi brutalement que ça. D'accord. Alors, petite particularité, je ne sais pas si je devrais faire cet aparté maintenant, mais ce n'est pas grave. Il va s'avérer que au moment de la crise de 2008, certaines banques auront mal titrisé. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et en fait, le défaut de paiement va mettre à contribution les banques. Donc, normalement, dans un cadre théorique bien fait, à partir du moment où c'est titrisé, d'accord, c'est sorti du bilan de la banque. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas à revenir. Après, si jamais c'est mal fait, et en 2007-2008, ça n'a pas été très bien fait, d'accord, mais si c'est mal fait, la banque risque d'être soumise à contribution. Et normalement, encore une fois, à partir du moment où c'est vendu, c'est vendu. C'est-à-dire le crédit, il est vendu, c'est terminé, la banque n'a plus rien à voir là-dessus. Donc, on peut avoir deux types de titrisation. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est le second, c'est le off-balance. D'accord. Off-balance, ça veut dire que c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les crédits ont été cédés à une entité spécifique, le SPV, et à partir du moment où elles ont été cédées, c'est le SPV qui finance l'acquisition des créances par les ABS, c'est ce que je viens de vous expliquer, et la rémunération provient des revenus engendrés par les créances inscrites à l'article. Donc ici, dans le cas, c'est la méthode historique de titrisation, d'accord, qui consiste à la sortie. Alors après, vous pouvez avoir une titrisation qui reste dans le bilan. Alors c'est un peu plus difficile à
intuitivement à comprendre. On balance, d'accord, c'est que ça reste dans le bilan, mais vous avez ce que l'on appelle le phénomène de collatéralisation, dont j'ai déjà parlé, et le cantonnement juridique. Et on va appeler ça des covered bonds. Alors, des covered bonds, alors après, mon graphique, il va être un peu compliqué, mais on va essayer quand même. Voilà. Imaginons, d'accord, que la banque veut aussi se débarrasser de cette partie-là, que j'inscris en bleu, d'accord. Mais par exemple, qu'on est en Europe, et en Europe, les banques sont beaucoup plus, les investisseurs beaucoup plus frileuses, d'accord. Donc, la banque va titriser, mais va conserver le crédit en bilan. Et en fait, d'accord, on va avoir ici une partie de la dette, voilà, qui va s'appeler, qui prend le titre juridique de covered bonds, d'accord, qui va avoir financièrement exactement le même statut que les ABS. Donc, ce sont des titres dont la rémunération provient uniquement des crédits en bleu, des crédits qui ont été titrisés mais restés dans le bilan, et dont la rémunération ne dépend pas de la rémunération classique. Alors, j'attendais la question, merci beaucoup. Quel intérêt pour une banque à conserver du crédit au bilan? Alors, l'intérêt, d'abord, l'intérêt pour elle, c'est qu'il va supporter une pondération moins forte en exigence de fonds propres. Donc, ça le conserve en bilan comptable, mais à partir du moment où il y a cantonnement, l'exigence en fonds propres va être beaucoup plus réduite. Pourquoi? Parce que c'est du crédit dont la perte éventuelle sera affectée directement à un certain type de dette. Alors d'ailleurs, on l'a vu au moment de la réglementation où on parlait par exemple de la dette TELAC, on a de plus en plus dans les bilans bancaires des passifs collatéralisés par un certain type d'actifs. Donc ici, le crédit en bleu coûte moins cher en fonds propres à la banque, intéresse les investisseurs au passif parce que les investisseurs ne se retrouvent pas noyés dans l'ensemble du passif de la banque, mais leur rémunération est directement liée à un portefeuille de crédit, donc quelque chose de plus facile à valoriser, tant en rentabilité qu'en risque. Donc, en fait, ça arrange tout le monde. Alors, le fait de conserver au bilan a un petit avantage par rapport au modèle plus américain de titrisation, d'accord, c'est que ça va permettre, au cas où le défaut sur le portefeuille du crédit est trop important, les obligations, les covered bonds vont pouvoir se replacer sur certaines conditions juridiques dans le total passif de la banque. Donc, il y a une petite garantie, c'est-à-dire qu'un covered bonds bénéficie d'une garantie un peu plus importante, d'accord, qu'un ABS, parce qu'encore une fois, il est un peu resté au bilan. Après sincèrement, l'expérience a montré, d'accord, que dans le cas où ça se passe mal pour des covered bonds, juridiquement, c'est très compliqué. Et donc, finalement, la distinction entre des ABS et des covered bonds est peut-être pas si importante que ça. Mais en tout cas, psychologiquement, en Europe, les investisseurs sont beaucoup plus acheteurs de covered bonds que d'ABS. Alors justement, question de Nathaniel, une fois cédé par la banque au SPV, celle-ci ne fournit aucune garantie sur les crédits. Alors, on va voir qu'il y a bien entendu des mécanismes qui font qu'en fait, la banque ne va pas se débarrasser comme ça, et puis vas-y, après on s'en fiche. Mais ça pose une question à laquelle je voudrais répondre, mais je ne voudrais pas que ce soit trop confus. Je vais essayer de répondre. Non, je vais essayer de répondre plus tard, parce que sinon ça va être confus. Mais j'ai noté votre question, Nathaniel, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais avancer un peu, vous comprendrez pourquoi après. Donc, deux types de titrisation. Alors, on peut titriser les choses les produits les plus connus qui ont été titrisés en premier, c'est les residential mortgage, c'est-à-dire les crédits immobiliers aux particuliers. Et alors qu'on soit bien clair, hein, un RMBS, parce que je sais que la confusion peut... Donc ça, c'est la banque, elle a du crédit, elle le sort dans un véhicule, d'accord, il est là. Et ce qu'on appelle le RMBS, c'est l'ABS qui va être émis
collatéralisé par du crédit immobilier residential particulier. Ça marche? Voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein, la liste, ce que je vous donne ici, d'accord, la liste, c'est la liste des sous-jacents qui sont liés aux différents types. Alors, la différence pour un investisseur entre le fait de détenir des ABS ou des covered bonds, comme je disais, cette différence, en fait, elle n'est pas énorme. Simplement, le covered bond, il reste dans le bilan de la banque et il va bénéficier d'un tout petit peu de garantie en plus. Voilà, mais vraiment en fin de cycle de liquidation. Donc, c'est et en fait, aussi également, c'est qu'en Europe, les investisseurs européens ont été échaudés par la crise des subprimes et préfèrent les covered bonds. Donc, si la banque, d'accord, veut trouver des investisseurs, parce qu'en fait, c'est l'objet premier, c'est ça, veut trouver des investisseurs, eh bien, elle va plutôt émettre des covered bonds que de titriser et de participer à une émission d'ABS, si elle veut attirer des investisseurs. Les CMBS sont des prêts immobiliers, sont là le résultat de la titrisation de prêts immobiliers pour les entreprises, commercial mortgage, sous un titre plus générique, donc on parle d'ABS. Donc un RMBS ou un CMBS, c'est un ABS, d'accord, mais particulier. Vous avez aussi d'autres types d'ABS beaucoup plus génériques, donc qui sont la titrisation de prêts conso, carte de crédit, prêts automobile, leasing, comme je disais, prêts étudiants. D'accord, donc vous avez, en gros, on est arrivé à un moment aux États-Unis où globalement, quelle que soit la forme de crédit que la banque octroyait à ses clients, en fait, elle arrivait à le titriser, on arrivait à monter. Oui, c'est ça, c'est le passif du SPV. RMBS, CMBS, ABS, tout ça, c'est du passif de SPV, tout à fait. Alors, vous avez également, ça, vous avez dû en entendre parler des CDO. Alors, des CDO, c'est ce que va émettre c'est ce que va émettre le véhicule quand la titrisation est une titrisation de dettes, mais de dettes particulières qui sont notamment des dettes d'entreprise. Donc, soit des obligues, donc là, on va avoir des bonds, donc on aura des CBO, soit des loans, d'accord, on aura des CLO, d'accord, soit de dettes liées aux commodités, on aura des CCO. Le titre générique, c'est des CDO. Donc, les CDO, d'accord, c'est de ce que l'on émet pour de la titrisation de dettes d'entreprise. Voilà. Donc, on va séparer en fait les ABS. Les ABS seraient ce qui est issu de la titrisation de créances retail et les CDO seraient ce qui résulte de la titrisation de crédit d'entreprise, voilà, à peu près. Ensuite, mais ça j'aurai plus tard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir titriser des CDO. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien on verra ça plus tard aussi, parce que c'est un peu globalement ce que non, la dette alors attention, les CDO qui sont des loans, on ne pouvait pas les vendre. Ce que l'on pouvait vendre, c'était les bonds. Donc déjà, première chose, donc les CDO, s'ils sont des CLO, on n'a pas le droit de les vendre. Donc en fait, on peut ou aujourd'hui on peut, mais ça reste encore minoritaire. Alors les CLO, vendre par le mécanisme de la titrisation des CLO, en fait, on va le voir dans les slides qui viennent, c'est ce que ça permet de restructurer un portefeuille. C'est-à-dire que j'ai une obligation, je peux vendre une obligation, d'accord. Après, on peut avoir un montage financier un peu plus complexe qui va permettre de se débarrasser d'un ensemble de loans. Parce que, par exemple, le marché n'est pas tellement vendeur, n'est pas tellement acheteur, excusez-moi. Donc, si le marché n'est pas acheteur et qu'on veut se débarrasser de certains loans, de certains bonds, excusez-moi, on veut se débarrasser de certains bonds alors que le marché n'est pas acheteur, et bien on va les packager, on va les vendre à un autre type d'investisseur. Vous avez vu dans la présentation de ce matin, à un moment, ils l'ont dit rapidement, ils l'ont dit très rapidement, c'est qu'en fait, certains investisseurs n'ont pas le droit d'aller sur certains types de marchés. Donc, un des intérêts des opérations d'ingénierie financière, c'est de prendre un produit qu'on ne peut pas vendre, par exemple, à un fonds souverain, et de le repackager pour que le fonds souverain ait le droit de l'acheter, ou un fonds de retraite, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'opérations financières qui n'ont pas pour vocation simplement un arbitrage prix-rentabilité, mais une structuration juridique qui fait qu'on devient accessible à d'autres types d'investisseurs. Par exemple, je pense aux fonds souverains. Les fonds souverains ont
ont des montants gigantesques, mais sont souvent très, très contraints sur ce qu'ils ont le droit d'acheter. Et donc, je dis n'importe quoi, ils n'auront pas le droit d'acheter tel type de bonds. Par contre, ils auront le droit d'acheter des CDO AAA, parce qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de AAA dans l'investissement. Donc, si vous voulez vous adresser à ce type d'investisseurs, vous repackagez, d'accord, et vous leur vendez non pas les bonds directement, mais vous leur vendez la tranche AAA des CDO qui a été structurée à partir des loans. Non, 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 si on structure de la dette, elle va à l'actif du SPV. On a vraiment, ça c'est un truc, quel que soit ce que l'on met ici, du loans, du bonds, de la carte de crédit, de l'emprunt étudiant, ça part à l'actif du véhicule. Ça, c'est incontournable, ça part à l'actif. Et après, on émet, donc par exemple, si c'est du crédit entreprise, eh bien, on va émettre des CDO. Voilà. D'accord? Donc, on a vraiment, le crédit est à l'actif de la banque, elle le vend à une institution, à SPV qui l'achète. Donc, s'il l'achète, il le met à son actif et derrière, il émet de la dette pour financer l'achat de ce crédit à l'actif. Mais merci pour vos questions, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'allais un peu vite là-dessus. Je me suis rendu compte au moment de l'examen, par exemple, qu'il y avait des fois une confusion entre ce qui était crédit actif. Crédit actif passif. Alors, les avantages, bon, les avantages, alors, j'hésite, hein, c'est parce que j'essaie de répondre à vos questions. Alors, attendez, parce que là, je voudrais le garder, celui-là, je ne voudrais pas le perdre. Donc là, on va effacer. Juste parce que j'y reviens un peu plus tard. Hein. Imaginez, vous avez une banque qui a du crédit. Elle le titrise à un véhicule qu'on va appeler SPV1. Donc, elle met le crédit et en face, d'accord, les investisseurs émettent des CDO. Et en fait, imaginons, pour plein de raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, imaginons que vous avez des investisseurs ici qui seraient intéressés, d'accord, par des produits de ce type-là, mais il n'y en a pas, ou la demande de la part des investisseurs est plus importante. Donc, on va prendre une petite partie des CDO ici, on va les mettre là, donc à l'actif, c'est-à-dire qu'on prend des titres, puisque les CDO sont des titres, titrisation, d'accord, on prend ces titres, on les repackage avec d'autres, d'accord, dans un véhicule qu'on va appeler SPV2, et ici, on va émettre d'autres CDO. Et en fait, ces CDO-là auront la nature de CDO Square, parce que ce sont des CDO de CDO, d'accord, donc on a ainsi attiré des investisseurs là-dessus. Alors, j'hésitais un peu à en parler parce que la crise 2008 a montré que les CDO doubles et les CDO triples, au bout d'un moment, on jouait un peu les apprentis sorciers, on jouait un peu avec le feu. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins à la mode qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, voilà, je vous montre juste l'illustration. Après, on ne va pas y passer trop de temps parce que ça se fait quand même. Non, ce ne sont pas des CDO synthétiques. CDO synthétique, c'est encore autre chose que je vous présenterai tout à l'heure. Ça, c'est encore une autre chose. Comment les SPV se rémunèrent? Alors ça aussi, c'est une question qui va arriver bientôt. Les SPV se rémunèrent soit par différence entre la rentabilité de l'actif du véhicule et le coût moyen pondéré du passif. Voilà, déjà, première chose. Comme en fait, finalement, comme dans pas mal de cas, en fait. C'est-à-dire que vous prenez un bilan et le bilan, il marche si l'actif est supérieur, la rentabilité de l'actif est supérieure au coût moyen pondéré. Donc, c'est comme ça qu'il se rémunère. Et on va le voir, il se rémunère aussi par des frais de montage, par des fees, en fait, qui étaient vite assez intéressantes. Donc, les deux. Les banques en profitent-elles pour nettoyer leur bilan des non-performing loans? Oui, oui, mais après, oui, alors quelqu'un me parle du Big Short. Oui, dans le Big Short, on voit très bien que
notamment, alors c'est le cas, enfin tous en fait de manière différente, mais tous dans le Big Short, se rendent compte qu'en fait qu'il y a des non-performing loans dans les véhicules de titrisation et que les banques soit ne l'ont pas dit, soit n'en ont pas conscience. Mais oui, c'est aussi pour ça qu'en Europe, la titrisation est relancée d'une manière un peu différente et beaucoup plus protégée, parce qu'effectivement, il s'est avéré que les banques pouvaient tenter de titriser un peu n'importe quoi, soit parce qu'elles le savent et elles s'en débarrassent, soit, et c'est pire, parce qu'elles ne le savent même pas. Alors, pourquoi ils ne vont pas directement sur les CDO de SPV1? Question, c'est-à-dire dans le cas de la DSTO Square, parce qu'on peut avoir, notamment en politique de taux banque centrale refinancement très faible, on peut avoir beaucoup plus d'investisseurs que de CDO. Donc, en fait, on a un problème. Et la question que vous posez, en fait, c'est exactement la question des bulles éventuelles actuellement. C'est-à-dire, si vous avez plus d'individus et d'organisations qui ont des fonds à placer que de produits financiers, vous faites monter les prix. Donc ici il s'est avéré à un moment qu'il y avait plus de demandes d'investisseurs qui voulaient acheter des CDO que ce que la banque était capable de produire de CDO. Donc, on a fini par produire des CDO Square. Ça répondait, d'accord, en partie à la demande. Pour aussi autre question, dans le Big Short, il n'y a pas spécialement des CDO doubles, parce que les CDO tout seuls ont été capables de faire à l'époque beaucoup de mal tout seuls. Alors, dans la crise de 2008, si vous voulez, les CDO, oui, alors, merci, oui. C'est pour ça que j'hésitais à le présenter, parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise trop dessus. La crise de 2008 la crise de 2008 aurait sans doute existé même sans les CDO Square ou Trip. C'est-à-dire que les CDO Square ont été vous savez, la chantilly comme au-dessus du gâteau, c'est le truc ultime. Mais la crise de 2008 aurait été d'une ampleur déjà pas mal importante, même si on n'avait pas eu de CDO double ou de CDO triple. On va le voir dans la mécanique, c'est-à-dire que si je mets des produits de mauvaise qualité, d'accord, je n'ai pas besoin de monter des CDO doubles pour créer une crise importante. Alors évidemment, si j'ai des CDO doubles, je vais ne faire que renforcer l'effet de la crise. Mais on va le voir on va le voir juste après. On peut être dans des phénomènes de crise très importants avec des CDO, juste avec des CDO. Si jamais vous avez titrisé des crédits de mauvaise qualité, d'accord, ça explose. J'avance un peu et je vais vous expliquer tout de suite après. Bon, les avantages, je vais aller vite parce que je vois que vos questions ne sont pas trop, portent pas là-dessus. Donc, les avantages, ça a permis de réduire le total bilan, d'améliorer le ratio de solvabilité. Question a été posée, la transaction est discrète, donc le client, lui, continue de s'adresser à sa banque, d'accord, donc ça réduit le cas. Ça peut réduire le coût du financement, si on va le voir dans les slides à venir. Alors, les risques, les risques, c'est un risque de remboursement anticipé, parce que aussi paradoxal que vous puissiez l'imaginer, la titrisation gagne de l'argent sur des très petits spreads. Donc, en fait, quand quelqu'un rembourse de manière anticipée, ça pose problème parce que ça perturbe l'ensemble du montage. Alors, un CDO agrège. Vous n'avez pas un CDO pour un crédit. Je crois, je vais avancer. Attendez, parce que je vois bien la nature de vos questions, donc je vais essayer de répondre. Vous avez une banque qui a des crédits. Elle a son passif, ici on s'en fiche. D'accord, elle titrise un portefeuille de crédit. Donc ici, dans le SPV, d'accord, elle va mettre, je ne sais pas moi, elle va mettre 1000 crédits, 10 000 crédits. Et ensuite, d'accord, ensuite, ici, elle va émettre, je ne sais pas moi, imaginons, elle émet, on sait rien, moi, elle émet une centaine d'ABS. Bon, les chiffres, c'est un peu cette histoire de... D'accord, et un ABS n'est pas lié à une partie du portefeuille. Un ABS, d'accord, se retrouve, c'est un des avantages de la titrisation, c'est que chaque détenteur d'ABS connaît exactement sa situation. Il n'y a pas si il est construit comme ça, d'accord, il n'y a pas de
complication. Après, pour continuer de répondre, j'espère que je suis clair, c'est comme vous vous posez question un peu. Après, on peut essayer de compliquer un peu la mécanique. C'est-à-dire qu'on peut se dire, pour répondre à la question un peu de Guillaume Lalo, c'est-à-dire qu'on peut se dire, on va commencer simple, on va dire, bah, tiens, on va émettre deux types d'ABS ou de CDO. D'accord, je fais simple pour l'instant. On va émettre des triple A et des triple B. Alors, le triple A, attention, le triple A ne sera pas… ça ne veut pas dire que le triple A va avoir certains crédits et le triple B d'autres crédits. La mécanique ne fonctionne pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'à échéance, on rembourse, les crédits sont remboursés. Et en fait, les flux financiers vont rembourser d'abord les triple A. Et s'il reste assez d'argent, une fois que les triple A ont été remboursés et ont touché l'intérêt du truc, ensuite, on… Pourquoi ça ne marche pas? C'est très pénible, ça. Ensuite seulement, on rembourse les triple D. C'est la technique dite du waterfall, de la chute d'eau. C'est qu'un CDO ou un ABS n'est pas collatéralisé avec un crédit du portefeuille. Vous avez un crédit, et c'est l'ensemble des flux en provenance de ce crédit qui vont rémunérer l'ensemble des ABS ou des CDO. Si jamais il n'y a pas de ce qu'on appelle de tranching, c'est-à-dire si tous les ABS ont la même note, eh bien tous sont remboursés en même temps. Et si jamais une partie des crédits, excusez-moi parce que je recharge en même temps, j'ai un petit souci, je recharge en même temps mon… Voilà. Si une partie des crédits ici qui sont à l'actif du SPV ne sont pas remboursés, eh bien tous les détenteurs d'ABS vont perdre une partie de leur investissement, mais tous à égalité. À moins, encore une fois, comme dans mon graphique ici, à moins qu'il y ait eu une séparation entre les différents passifs, entre les différents ABS. Donc, vous avez des ABS AAA qui seront remboursés en premier, des ABS BB qui seront remboursés ensuite. Alors, en quoi ça a impacté les grandes banques? Ça, je vais y revenir après. Je suis désolé, je reviendrai après parce que je vais avancer dans la mécanique pour que vous compreniez justement ce qu'il en est. Mais j'ai bien noté votre réponse, votre question, vous inquiétez pas. Donc, premier risque, risque de remboursement anticipé. C'est un risque de liquidité classique en finance. C'est que si vous avez, imaginons, vous titrisez des crédits, on est aux États-Unis, du crédit conso à 15%. Donc, vous avez titrisé du crédit à 15%, donc le véhicule, l'actif du SPV va rapporter 15%, et après, vous allez rémunérer les acheteurs d'ABS. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, imaginons que des emprunteurs remboursent de manière anticipée. S'ils remboursent de manière anticipée, vous vous retrouvez avec du cash, et le cash, ça ne rapporte rien. Et ce cash qui ne rapporte rien va diminuer la rémunération du portefeuille. Alors, vous allez me dire, il suffit de le réinvestir. Oui, mais peut-être que vous n'allez pas trouver une rémunération à 15%. D'ailleurs, très souvent, contractuellement, vous allez être obligé de le réinvestir dans des actifs moins risqués pour ne pas bousculer le risque du portefeuille qui a été titrisé. Donc, en fait, le remboursement anticipé va disturber, va perturber les flux. Ensuite, le risque dont vous avez déjà parlé, qui est le risque principal, c'est le risque de défaillance des débiteurs. C'est que si un des débiteurs, des emprunteurs ne rembourse pas, eh bien le SPV ne sera pas en mesure de rembourser les détenteurs d'ABS. Donc, ça sont les risques très classiques. On peut aller jusqu'au risque systémique. Et là, on est à la crise de 2008. C'est-à-dire que si vous avez d'un seul coup un risque important, là, vous vous retrouvez avec des pertes importantes, 2008, et là, beaucoup d'investisseurs. Et ça répond aussi à la question, je l'ai vu, l'impact des banques. Donc, ça, j'ai dit, j'y répondrai. Mais j'essaye d'avancer un peu déjà sur le mécanisme. Donc, ce qui est très pénible, même si ça ne paraît pas obligatoirement, ce qui est très pénible, c'est le risque de perturbation des flux. C'est-à-dire qu'encore une fois, un véhicule, est censé… la différence entre la rentabilité active d'un véhicule et le coût moyen pondéré est généralement assez faible. Donc, si jamais il
y a des gens qui remboursent en retard, des retards de paiement, des remboursements anticipés, ce que je viens de dire, enfin tout un ensemble de dégradations, de modifications, d'accord, de la régularité de perception des flux, d'accord, ça va poser un problème. Je vais un peu vite, vous les avez, bon ça on l'a déjà expliqué. Le passif, alors le passif, on commence un petit peu à rentrer dans ce que je voulais. Donc, je vais essayer de... Donc, imaginons, là, on va focaliser sur le SPV, d'accord? Donc, qui a racheté du crédit, d'accord, des banques. Donc, ça, c'est du crédit qui vient de la banque. Voilà, ça, c'est fait. Le SPV va émettre des ABS. Et on va supposer, je l'ai déjà un peu dit, on va supposer, d'accord, qu'il émet des ABS triple A, triple B. Enfin, vous voyez, après, c'est ce qu'on appelle le tranching. D'accord. Et après, alors ce qu'on appelle la tranche equity, ce ne sont pas des fonds propres, hein, puisqu'encore une fois, personne ne possède le véhicule. Le véhicule est juste une structure de refinancement. D'accord. Ce qu'on appelle la tranche equity, c'est que c'est une tranche qui va posséder un profil de risque équivalent au profil de risque d'éventuels fonds propres dans une structure plus classique. Et donc, en fait, le mécanisme ici, c'est comme je l'ai dit précédemment, mais je reviens un peu. D'accord. Le mécanisme, c'est que les flux en provenance de l'actif vont d'abord rembourser la tranche AAA. S'il en reste, ça va rembourser la tranche A. S'il en reste, la tranche triple B. Et enfin, à la fin, d'accord, on rembourse la tranche dite equity, d'accord, qui, elle, va subir en premier la perte, puisque si jamais, d'accord, il y a des défauts de paiement dans le crédit, donc par exemple ici, d'accord, s'il y a des défauts de paiement, d'accord, eh bien, la tranche AAA, globalement, sera quand même plutôt, ne sera pas affectée, la tranche A non plus, ça va être la tranche triple B equity qui va être affectée. Ça marche, ça, c'est à peu près clair. Bon. Voilà comment ça marche. Alors, je vais répondre un peu en avance aux questions, mais vu qu'elle est apparue 2 fois, je pense que c'est important. Alors, comment ça a affecté les banques? Voilà, je vais répondre maintenant, on va reprendre après, c'est pas grave. C'est hallucinant, ça ne marche jamais, ce truc-là. Je suis maudit. La question, c'était comment ça peut affecter les banques? Bon. Vraiment très pénible, ça marche bien. Alors, comment ça peut affecter les banques? Je vais le faire sans dessin. Hein. Ça peut affecter les banques de 2 manières différentes, pour répondre à la question de Sam. Premièrement, imaginons que les banques rachètent de la tranche AAA. Donc, vous créez un profil, je ne sais pas moi, Citigroup titrise des crédits, Citigroup participe à la création d'un SPV. On émet des AAA, des A, des triple B, et il s'avère que Deutsche Bank trouve que les tranches A sont intéressantes, donc va les racheter. Il y a rien ne les empêche, d'accord, de racheter le A. Donc, si jamais vous avez un défaut du véhicule, finalement, d'accord, Deutsche Bank va être affecté parce que Deutsche Bank détient, d'accord, du passif de SPV. Premier risque. Deuxième risque, imaginons que la banque titrise une partie de crédit et offre, alors après contractuellement les conditions sont très précises et complexes, et si elle a titrisé, normalement elle s'est débarrassée du crédit. Maintenant, supposons qu'elle est dans la manière dont elle a monté le crédit, d'accord, qu'elle intervienne régulièrement et par exemple qu'elle ait offert par le biais d'une clause apparaissant dans le véhicule, eh bien qu'elle vienne renourrir le SPV si jamais il y a du crédit qui fait défaut. Donc, pour répondre à plusieurs de vos questions, la banque a titrisé, le crédit est plus chez elle. Maintenant, il est écrit contractuellement dans un bout de page que si jamais du crédit titrisé fait défaut, eh bien la banque viendra abonder avec du nouveau crédit. Si jamais elle fait ça,
Donc, elle garantit un peu le risque du véhicule, hein. Par contre, si jamais elle fait ça, ça veut dire qu'elle ne s'est pas séparée du risque. Puisqu'en fait, s'il y a du risque sur le crédit titrisé, elle va revenir abonder, ça veut donc dire qu'elle a conservé du risque. Et c'est ça qui est il n'y a pas que ça, hein, mais en 2008, il apparaît quoi? Il apparaît, que ça soit en IFRS ou en US GAAP, d'accord? Si jamais une banque, ne s'est pas débarrassée du risque, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de titriser, de vendre le crédit, si la banque ne s'est pas débarrassée du risque, d'accord? Eh bien, les normes US GAAP vont considérer que la titrisation, d'accord, n'a pas été faite correctement et donc que le crédit titrisé ne devait pas être déconsolidé du bilan. Parce qu'en fait, la titrisation, comptablement, c'est une déconsolidation. Donc, si jamais la banque a remis de l'argent dans le véhicule durant la vie du véhicule, d'accord, eh bien, il s'avère que, en cas de défaut du véhicule, les détenteurs d'ABS vont pouvoir se retourner auprès de la banque. Et c'est par exemple ce qu'a subi Citigroup en 2008. C'est que Citigroup avait titrisé avec tout un ensemble de clauses contractuelles dans le contrat de titrisation. Et quand ça explose en 2008, eh bien, les détenteurs d'ABS collatéralisés par du crédit titrisé par Citigroup vont simplement faire jouer la clause et dire attendez, d'accord, la titrisation n'a pas été faite correctement, elle n'est pas une véritable déconsolidation. Donc, on veut que le portefeuille de crédit soit reconsolidé dans le bilan de Citigroup. Et si le crédit est reconsolidé dans le bilan à l'actif de Citigroup, eh bien, nous, détenteurs d'un passif collatéralisé par ce crédit, eh bien, on veut être remonté dans le bilan de Citigroup. Et donc là, ça va participer, d'accord, à remettre le risque dans le véhicule. Il y a également, quand même, ce qui est aussi plus important, c'est que les banques ont acheté des tranches AAA et A d'autres. Alors, comment on peut expliquer que la titrisation n'ait pas été faite correctement? Alors, eh bien, parce que le monde de la banque et la finance n'est peut-être pas un monde parfait où toutes les choses sont faites parfaitement. Voilà. Alors, c'est un peu mal de dire ça, mais dans l'idée, c'est juste que le travail n'a pas été fait correctement. Voilà. Et qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de crise, tant qu'il n'y a pas de crise, on ne voit pas ce qu'on fait de mal. Je prendre un parallèle qui est audacieux, mais si vous conduisez à 195 ou à 200 sur l'autoroute, d'accord, tant que vous n'avez pas un pneu qui crève, tant que vous n'avez pas quelqu'un qui conduit plus prudemment que vous devant et que vous lui rentrez dedans, vous n'avez pas d'accident. Donc, en fait, en gros, se comporter de manière irresponsable n'a aucun impact tant que vous n'êtes pas confronté au risque. Et je vais revenir à la notion de VAR qu'on a vu 4-5 séances précédemment. La VAR, c'est un risque qui survient dans 1% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 99%, si vous vous plantez, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, la fois où vous vous plantez, c'est gravissime parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait correctement. Voilà. On parlait avec la conduite et aussi ça passe à peu près. Alors pourquoi City n'a pas juste renfloué le SPV? Parce qu'en fait, on va y arriver. Ils n'ont pas renfloué le SPV parce que juste à un moment, ça a tellement explosé que c'était plus possible, que ça atteint des proportions pour lesquelles Citigroup n'était plus en moyen. La rémunération, alors, plein de questions. Alors, pourquoi elle n'a pas été, encore une fois, pourquoi elle n'a pas été faite correctement? Aussi parce qu'au bout d'un moment, il y a une sorte d'industrie qui s'est mise en place aux États-Unis, où en fait, c'était une sorte de standardisation. C'est-à-dire qu'on prenait un paquet de crédits, on le titrisait, le contrat était rédigé un peu à la va-vite, il y avait une hyper confiance. Je suis toujours très méfiant quand je fais ça, mais regardez le Big Short, hein, je vous l'ai déjà dit, ou c'est peut-être à une autre promo, je l'avais dit. Regardez le Big Short. Après c'est hollywoodien, c'est le cinéma, tout ça, faut savoir faire la part des choses. Mais regardez, il est extrêmement bien fait et il est inspiré d'un livre écrit par un ancien financier qui bossait chez Sloman Brothers dans les années 80-90. Voilà, si vous voulez comprendre, c'est comment il est possible qu'une industrie ait plus. Comment, mais on va revenir à ce qu'on a vu en cours il y a 2 mois. Comment est-il possible que Natixis ait acheté du H20, du H2O, alors que c'est un fonds qui investissait dans un actifs liquides? Comment Crédit Suisse peut s'être planté sur Greensill? Comment ça s'appelle, Wirecard en Allemagne a pu créer autant de problèmes? Vous voyez,
la finance est une activité extrêmement complexe. Et il y a des fois, il y a encore cette semaine, là, avec le truc, je pense, voilà, Archelago, pareil, Crédit Suisse et Nomura ont investi, ont été prime broker d'une entreprise qui investit, qui prenait des risques avec un leverage hallucinant. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est parce que le contrôle, l'audit, la réglementation euh, courent derrière des techniques qui sont compliquées. Voilà. Voilà. Ça, voilà, je vais essayer de l'expliquer un peu, mais l'idée est celle-là. Alors, je reviens sur le cours un peu pour avancer, parce que je sais ce que je veux. Donc, la technique du waterfall, on l'a vu. Alors, voilà, l'idée, si on prend un cas un peu plus compliqué, c'est qu'on prend un véhicule, 10 milliards de dollars d'actifs, rating moyen A, et derrière, ça, c'est la structuration. La structuration va créer une tranche senior à 8 milliards, une tranche senior, une super senior à 8 milliards, une tranche senior triple A à 1 milliard, mezzanine triple B 900 millions et equity 100 millions. C'est un exemple, hein, d'accord. On peut très bien envisager, d'accord, très bien envisager un autre type de structuration, d'accord. Et l'idée, c'est que in fine, le sous-jacent est remboursé et l'actif est liquidé et on rembourse la super senior en priorité, la senior triple A, la mezzanine et enfin l'equity. Non, il n'y a pas véritablement de réglementation sur le risque des SPV pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de dépôt. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la finance et la banque, la réglementation protège les particuliers, protège les déposants. À partir du moment où il n'y a pas de déposants, bah non, on n'a pas. Alors attention, les fonds sont réglementés, mais on n'a pas la même réglementation parce qu'encore une fois, on n'a pas à protéger les déposants. Alors dans le cas, j'espère que mon crayon va marcher. Dans le cas de, c'est très pénible, excusez-moi. Dans le cas, dans le cas de la titrisation en Europe, je vous en avais parlé rapidement. Vous avez ce qu'on appelle la titrisation STS. Donc, c'est une forme pour répondre à la question de réglementation des SPV. STS, ça veut dire simple, transparent et sécurisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe se dote d'un cadre réglementaire qui va favoriser la titrisation parce que c'est un produit extrêmement intéressant, mais qui va favoriser une titrisation de qualité, c'est-à-dire éviter justement les abus, éviter cette titrisation non transparente où on mettait un peu tout et n'importe quoi. D'accord. Pourquoi ça ne marche pas? C'est insupportable. Parce que j'aurais besoin d'un truc. Et puis, bon, c'est pas grave. Donc voilà le mécanisme. Pour répondre un peu à certaines questions, voilà le mécanisme. Ça ressemble à ça, un véhicule. L'ensemble est mené par de l'ingénierie financière. L'idée, c'est que vous avez une rentabilité d'actifs, donc vous avez un portefeuille moyen, ici 10 milliards, vous savez combien vous rapporte le portefeuille, d'accord, et vous allez créer un passif. Alors, passif, il a deux contraintes, ce passif. Premier passif, il faut trouver des investisseurs. Donc, si par exemple, il n'y a pas de demande pour de la super senior, vous allez en mettre moins au passif. D'accord. Après, voilà, toute la structuration va se faire de cette manière-là. Et puis, il faut que le coût moyen pondéré du passif n'excède pas la rentabilité de l'actif, parce que sinon, d'accord, le véhicule ne peut pas fonctionner. Ensuite, comment ça fonctionne si jamais... Excusez-moi tous ces mouvements, j'ai vraiment des problèmes. J'avais besoin de mon stylet pour faire des trucs, ça me pollue. Bon, si jamais il y a 5% de défauts, ça c'est une manière d'illustrer. D'accord. Si jamais il y a 5% de défauts, eh bien il manque 0,05, c'est-à-dire sur les 10 milliards, je ne parle pas des intérêts ici, on va considérer, d'accord, non, elles n'ont pas de contrainte de fonds propres. Les SP n'ont pas de contrainte de fonds propres parce qu'elles n'ont pas de fonds propres. Donc elles n'ont pas ces contraintes-là. Justement, d'ailleurs, ça va me permettre d'expliquer ce que j'appelle la tranche equity. C'est-à-dire qu'ici, s'il y a 5% de défaut, il manque 0,5. Alors 0,5, il manque 5%.
Attendez voir. C'est à force de courir partout. Bon, c'est pas grave. S'il manque, s'il y a 5%, d'accord, la super senior va être remboursée, d'accord, la senior va être remboursée, d'accord, et en fait, celle qui va porter le risque en premier, d'accord, va être la tranche equity. Alors pourquoi on l'appelle tranche equity? Parce qu'en fait, elle n'a pas à son émission de taux d'intérêt. C'est-à-dire que la tranche equity ne porte pas un intérêt. La super senior, par exemple, va être émise avec un intérêt de, je sais pas, 1,5%. La AAA va être rémunérée à 1,8%. Enfin, les taux vont être calculés de cette manière-là. La tranche equity n'a pas d'intérêt. Donc, elle se comporte en termes, ce que je disais, c'est ce qu'on appelle le créancier résiduel. Par contre, ça reste une tranche de véhicule, donc elle n'a pas la nature juridique de l'equity du fonds propre. Voilà, c'est ça la tranche equity excusez-moi, la tranche equity au passif du véhicule. Alors, c'était pas ça. Ça m'ennuie parce que je voulais vous faire un truc. Là, j'ai vraiment un souci. Sinon, on va faire une pause de. Mais bon. Ah, voilà. Alors, comment. Je vais essayer de répondre à un ensemble de questions. Voilà ce que je voulais. J'avais besoin de réponse de questions sur pourquoi les banques, comment on structure tout ça. En fait, on a un crédit. Voilà. Et en fait, l'idée d'ingénierie financière, et on va revenir sur des notions de VAR, en fait, c'est qu'on on va s'intéresser à la fonction de densité du risque du crédit. D'accord? C'est-à-dire qu'on va se poser la question de quelle est la probabilité de défaut que 1% du crédit, quelle est la probabilité qu'il y ait 1% du portefeuille qui fasse défaut, quelle est la probabilité qu'il y ait 2%, quelle est la probabilité qu'il y ait 3%. Et en fait, de cette structuration, de cette présentation du risque de l'actif du SPV à partir de la fonction de densité, donc on va construire en fait une fonction de densité du risque du portefeuille de crédit, et bien cette connaissance de la densité du crédit va nous permettre de déterminer où est-ce qu'on met la tranche triple A, où est-ce qu'on met la tranche triple B, double B, B, d'accord, et equity. Donc en fait, l'idée, la manière de trancher, d'accord, le passif du véhicule va être fonction des probabilités, d'accord, de défaut. Et donc, on sait par exemple qu'une tranche AAA, je ne sais pas, une tranche AAA, la probabilité de défaut d'un produit qui a une tranche AAA, c'est 0,08%. Donc, en fait, on va définir le montant de AAA de telle manière que la tranche AAA ne soit affectée par un défaut qui ne surviendrait que dans 0,08% des cas, donc extrêmement rarement. La tranche triple B, on va dire, je dis n'importe quoi, c'est proba de défaut d'une tranche triple B que le marché achète, c'est 2%. Donc, on va définir le niveau de la tranche triple B pour n'être affecté, d'accord, que dans 2% dans 2% des cas. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va structurer, d'accord. Donc, il faut prendre un portefeuille de crédit, d'accord, construire la densité de ce portefeuille de crédit, et là, on est sur des mécaniques qui sont extrêmement risquées, extrêmement complexes, d'accord, et après, on définit. Alors, quel est l'intérêt pour un investisseur de détenir une tranche equity? Eh bien, voilà, c'est rentabilité risque. Vous êtes, alors là, c'est Markowitz 52, d'accord, c'est que la tranche equity est extrêmement leveragée, puisque vous avez de la dette qui est relativement peu rémunérée, et donc, cette tranche equity, si jamais le taux de défaut du portefeuille est extrêmement faible, d'accord, cette tranche equity va porter un intérêt qui va être extrêmement intéressant. Donc, généralement, la tranche equity va plutôt être à destination des hedge funds, d'accord, parce que ce sont eux qui vont venir chercher, d'accord, des produits qui ont ce type de risque. C'est-à-dire qu'on va être sur du risque extrêmement important. Oui, voilà. Quel est l'intérêt donc, la question a été posée 2 fois, donc ça tombe bien que j'y réponde. L'intérêt, d'accord, c'est que c'est extrêmement rentable. Alors après, puisque la question m'est posée, je vais essayer d'y répondre. Elle ne porte pas d'intérêt. Alors, ça dépend des cas. Alors après, c'est un peu compliqué. C'est qu'elle peut éventuellement ne pas porter d'intérêt et en fait, elle sera rémunérée
par ce qui reste en plus. Donc, implicitement bien entendu, il y a un intérêt, mais il n'est pas contractuel. Voilà. Il n'a pas la même force contractuelle que les tranches B, triple B ou triple A. Non, mais elle porte pas d'intérêt. Elle ne porte pas d'intérêt contractuellement défini. Donc, c'est-à-dire que elle va imaginons ici que vous mettez du titre qui rapporte, je ne sais pas moi, 5%, et que l'ensemble ici, d'accord, donc ça veut dire un flux de 5% sur 100, ça fait un flux de 5, et imaginons que l'ensemble ici est un coût de, je ne sais pas moi, de 4,7. Et donc la tranche equity n'a pas contractuellement de rémunération, elle n'aura que la rémunération en plus du reste du passif. Elle aura le reste. Donc on a implicitement une rémunération qui est définie, mais qui n'est pas une rémunération contractuelle, comme la rémunération qui peut figurer dans un titre de dette. Alors maintenant, je vais répondre à une des questions qui est revenue assez souvent. D'accord ? Pourquoi Citigroup n'a pas remboursé ? En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Donc, on voit ici, d'accord, qu'on est sur, imaginons, un portefeuille qui porte largement du double A. Donc, en fait, on est sur des probabilités de défaut anticipées, d'accord, qui sont ici, qui sont extrêmement, merde, zut, excuse-moi. Voilà, on est sur des tranches, d'accord, ici. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que, imaginons que ce portefeuille porte, lui, une probabilité de défaut de 1%. Voilà, c'est sa probabilité de défaut du portefeuille. D'accord ? Donc, on va partir du principe que 1% de défaut du portefeuille, c'est une toute petite partie ici. D'accord ? Qui correspond, alors mon graphique est mal fait, qui correspond, j'aurais dû partir là, voilà, qui correspond à ça. Donc, en fait, la probabilité qu'il y ait un défaut sur le portefeuille de crédit en moyenne, en espérance, est de 1%, ce qui veut dire que si j'ai bien défini, d'accord, mes tranches de passifs, imaginons que j'ai mis 60%, 30, déjà 90, oups, je suis allé un peu vite, 20, 10, 6 et 4. Voilà. D'accord. Si je pars du principe que mon espérance de défaut est de 1%, d'accord, eh bien, on voit bien qu'il y a ici 4%, que la tranche equity prendra les pires 4%. Donc, en fait, les tranches B, double B, triple B et triple A sont protégées, d'accord, parce qu'on pense que le défaut, d'accord, sera en moyenne, d'accord, de 1%. Après, imaginons, d'accord, que le défaut soit un peu plus important. Imaginons que manque de chance, on pensait à une proba défaut de 1% et il s'avère, d'accord, que c'est 2%. D'accord, 2%, c'est gênant. D'accord, c'est gênant pourquoi ? C'est gênant parce que la tranche equity est un peu plus impactée. Mais encore une fois, les tranches B, double B, triple B et triple A, d'accord, ne subissent pas le défaut. Et en fait, on est déjà la probabilité qu'on ait 2% de défaut, la probabilité qu'on ait 2% de défaut, elle est déjà très très faible. Donc on a déjà peu de chances, d'accord, qu'on ait 2%. En fait, le risque, le problème, il va être ici. Est-ce que j'ai bien mesuré, d'accord, la probabilité de défaut ? Alors je vais faire un petit aparté. On va ouvrir autre chose. D'accord, donc tout l'idée, tout le risque de la titrisation, d'accord, tout le risque de la titrisation va porter ici. Alors voilà. Donc maintenant, imaginons, alors je vais faire un parallèle. Pour ceux qui ont regardé le Big Short et pour ceux qui le regarderont, d'accord, vous avez un moment Ryan Gosling qui s'adresse à des investisseurs et qui présente son quant chinois. D'accord, il explique qu'il a eu un premier prix, deuxième prix de mathématiques, d'accord, et que grâce à son quant chinois, il a détecté des choses. Et en fait,
son compte chinois, donc le film et le livre sont très bien faits. En fait, eh bien, c'est un Chinois fait partie de ces mathématiciens qui travaillaient sur ce que l'on appelle en statistique les modèles de copules. Alors, les modèles de copules, c'est des modèles statistiques joints. Alors là, vu le temps qui nous reste et en M1, on va avoir du mal à le dire, mais en gros, vous essayez de travailler sur des événements aléatoires qui sont corrélés. Donc, en gros, là, si je le porte sur le crédit, vous avez deux manières de traiter le crédit. Vous dites, ben, je regarde ce crédit, il a 1% de défaut. OK. Bon. Je regarde deux crédits, ils ont chacun 1% de défaut. Bon, ben voilà, ils ont 1% de défaut. Donc, on peut considérer, loi des grands nombres, que mon portefeuille, il a 1% de défaut. Et en fait, les copules vont travailler sur les corrélations. En fait, que se passe-t-il si jamais le défaut d'un des crédits est corrélé au défaut de l'autre des crédits? Que se passe-t-il si il n'y a pas indépendance entre les défauts des deux crédits? Eh bien, on va être obligé de travailler sur ce qu'on appelle donc des fonctions copules, qui sont des fonctions statistiques et mathématiques extrêmement complexes à mobiliser, en tout cas alors, au moment 2008, qui étaient d'autant plus complexes. Et on va arriver, je vous passe les détails, ce n'est pas l'objet ici, d'accord, mais on va arriver à quelque chose d'extrêmement, extrêmement important qui va répondre à la moitié des questions que vous m'avez posées. C'est pour ça aussi sur Citigroup, sur ce qui a pu se passer. D'accord, c'est que le taux de défaut, ici, appelons ça le taux de défaut du portefeuille. D'accord, je ne vous décris pas tout, et ça ne sera pas pour les plus inquiets, ça ne sera pas l'examen, c'est pour illustrer. D'accord, le taux de défaut du portefeuille va être fonction de la probabilité de défaut de chacun des crédits qui composent le portefeuille et de la corrélation entre chacun des crédits du portefeuille. Et si jamais, je vais essayer d'avancer intuitivement, si jamais il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire dans un monde où on suppose qu'il n'y a pas de corrélation, en gros, si un emprunteur au Nevada fait défaut, ça n'a pas d'impact ou ça n'est pas corrélé, ça n'a pas un problème d'impact, ça n'est pas corrélé avec un défaut en Floride ou en Californie, d'accord, la corrélation est nulle, donc ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 1, donc divisé par 1, c'est assez rapide. N de N-1 s'annule, et on a un résultat, encore une fois, ne cherchez pas à tout comprendre, on a un résultat assez intéressant qui est que le taux de défaut du portefeuille est égal à la probabilité de défaut de chacune des composantes du portefeuille. Ce qui fait que si je reviens à ma titrisation, d'accord, si j'ai mis ici des portefeuilles qui ont chacun une probabilité de défaut de 1%, je pense donc que mon portefeuille a lui-même un taux de défaut possible de 1%. Donc, je suis ici, vous savez, dans mon petit truc, d'accord, je me dis, je n'ai mis que des crédits qui chacun a une proba de défaut de 1%, donc mon portefeuille a un taux de défaut de 1%. Sauf que si je raisonne, et c'est ce que fait le quant chinois de Ryan Gosling dans le film, si jamais je raisonne avec des modèles de copules, d'accord, il va s'avérer que si je mets uniquement des crédits qui ont 1% de proba de défaut dans un portefeuille, mais avec une corrélation de 20%, d'accord, eh bien, le taux de défaut de mon portefeuille, il n'est pas de 1, mais il est de 14,6. Et si jamais, d'accord, la corrélation entre chacun des crédits du portefeuille est de 0,4, alors je tombe avec un taux de défaut du portefeuille de 31,6. Donc en fait, pré-crise de 2008, outre les erreurs, l'irrationalité, il y a aussi la non prise en compte des corrélations de défaut. Alors, cette non prise en compte des corrélations, très souvent, elle n'est pas très grave, en fait. C'est-à-dire que la corrélation dans les crédits est souvent faible. Mais il va venir se rajouter quelque chose, il va venir se rajouter le phénomène subprime. Et en fait, le subprime, c'est quoi? Les subprimes, c'est prêter de l'argent à des gens qui n'ont pas beaucoup de patrimoine et qui n'ont pas beaucoup de revenus. Ce qui fait qu'en fait, les banques ont prêté dans les subprimes à des gens qui n'avaient pas diversifié leur portefeuille. En gros, 100% de leur portefeuille, c'est leur maison. Donc, l'intégralité de leur portefeuille est dans l'immobilier. À partir du moment où ils n'ont pas diversifié leur portefeuille, d'accord, eh bien, leur risque individuel était important et surtout le risque collectif est extrêmement corrélé. C'est-à-dire que si
l'immobilier s'effondre, corrélativement, d'accord, vous allez créer du défaut non pas chez l'un ou l'autre des investisseurs, vous allez créer du défaut simultanément dans un ensemble important d'investisseurs. J'espère que c'est à peu près clair parce que ce n'est pas obligatoirement très simple conceptuellement. L'idée, encore une fois, de mesurer les corrélations de copules dans les portefeuilles, c'est de prendre en compte, d'accord, ce qui s'est passé. Alors, si maintenant je reviens dans mon gribouillon, parce que là, il faut avouer que ça commence à être un peu obscur. Donc, je suis sur du 1%. Donc, mes investisseurs, tout le monde est sur du 1%. Et là, d'accord, j'ai mon quantitatif chinois où j'ai, je ne sais plus son nom d'acteur, celui qui joue de la batterie pieds nus dans son fond, d'accord, qui se rendent compte qu'en fait, on n'est pas sur 1%. Et on peut se rendre compte qu'on n'est pas sur 1%, soit, encore une fois, parce que mathématiquement, on a un modèle de gestion du risque qui intègre les copules statistiques, ou bien on va effectuer un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'on va ligne par ligne, crédit par crédit, regarder ce qu'il y a exactement dans ce portefeuille. Et si jamais, d'accord, je passe, je vous ai dit, on passe, si jamais il y a 20% de corrélation, on passe de 1 à 14%. Bien, regardez, si je passe à 14%, c'est-à-dire si 14% de mon portefeuille fait défaut, eh bien ça fait 4 plus 6 plus 4. Et là, d'un seul coup, 14%, ça affecte la tranche double B. Donc en fait, en 2008, il se passe que l'on prend conscience de la dégradation des crédits subprime et des crédits même prime d'ailleurs, mais surtout subprime aux États-Unis, et que ça peut être illustré par les mécanismes de copule, d'accord, ça va affecter non pas 1% des passifs, mais ça va affecter, d'accord, 14%. Et là, d'un seul coup, on touche la tranche triple B. Et si maintenant j'avance un peu et je me dis, tiens, finalement, il s'avère que ma corrélation de copule, elle n'est pas de 20%, mais elle est 40%. Ce n'est pas 14% du portefeuille qui est affecté, c'est 31, je vous l'ai montré, d'accord, qui est affecté. Et 31, 4 plus 6, 10 plus 10, 20, on arrive à ici. Et là, d'un seul coup, d'accord, en 2008-2009, d'accord, les investisseurs prennent conscience que même les détenteurs de la tranche triple B, d'accord, vont être affectés, puisque les détenteurs de la tranche triple B, d'accord, vont pour 50% subir la perte du portefeuille. Donc là, c'est la panique. Donc là, on a tout ce qu'on a pu voir au moment des subprimes. Et une autre question qui m'a été posée, c'est comment ça a affecté les banques. Ça a affecté les banques, pourquoi? Parce que les banques sont venues racheter de la tranche triple B. Alors pourquoi elles ont racheté de la tranche triple B? Parce que, n'ayant pas conscience, soit par la non-utilisation des modèles de copule, soit parce qu'elles n'ont pas fait leur boulot correctement, n'ayant pas conscience du risque réel des portefeuilles de crédit qui étaient titrisés, eh bien, elles achetaient de la tranche triple B en pensant que cette tranche triple B portait un risque nul, infinitésimalement faible ou nul. Donc, elles avaient l'impression d'acheter du sans risque. Donc, elles ont gorgé, d'accord, leur portefeuille d'ABS triple B. Alors, qui l'a fait? Des banques américaines, mais également Northern Rock, RBS, la Lloyds, pas mal de banques allemandes. On les retrouve, si vous voulez, après la crise des banques européennes de 2011. Elle a eu un effet important sur les banques qui étaient déjà affaiblies parce qu'elles avaient massivement acheté des tranches triple B, d'accord, sur le marché américain. Alors, est-ce que les tranches triple A ont été affectées? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, parce que le portefeuille va se les portefeuilles les plus rocambolesques, les plus risqués, vont affecter la tranche triple A. Mais globalement, c'est surtout l'enjeu va porter sur la tranche triple B. Et d'ailleurs, le film s'appelle Le Big Short. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont shorté la tranche triple B des véhicules de titrisation. Parce que c'est cette tranche-là qui a été le plus touchée. Et toujours dans le film, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'en suis désolé, mais vous y penserez quand vous le regarderez. Ça m'ennuie de ne pas me rappeler du nom de ce super acteur, bref, celui qui gère le fonds, qui est un petit peu lunatique, là, qui est pieds nus et qui joue de la Christian Bell, merci beaucoup à tous.
je suis moins ridicule d'un coup. Voilà, donc Christian Bell, vous repérez la séquence, et la séquence est réelle, puisqu'il y a eu des retours. Quand il va chez Goldman Sachs en leur demandant de shorter la tranche triple B, vous noterez, d'accord, la séquence est assez intéressante, c'est que les salariés de Goldman Sachs rigolent, ils ont l'impression d'être face à un fou. Pourquoi? Parce qu'en 2005, 6, 7, 8, personne n'imagine, d'accord, que cette tranche peut être affectée par du défaut, puisqu'encore une fois, dans l'imaginaire ou dans les calculs de l'époque, le risque ne dépassera pas ça, ne dépassera pas la tranche triple equity, peut-être un peu la tranche B, mais sûrement pas la tranche triple B. Donc il faut être un vrai malade, d'accord, ou un vrai riscophile pour shorter de la tranche triple B. Donc voilà, c'est là ce qui a pu se passer, l'excès un peu de titrisation, d'accord, il peut être résumé là, c'est la non prise en compte du risque réel, soit parce que les gens n'ont pas fait leur boulot de disclosure correctement, soit parce que mathématiquement, on n'a pas utilisé des modèles de copule, parce que quand je vous dessine des fonctions de densité ici, ce n'est pas un hasard. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que la titrisation a participé, a explosé avec ce que l'on avait vu après l'amendement de 96, l'intégration de la formalisation statistique du risque dans les banques, et notamment du risque de crédit. Donc, à partir du moment où on quantifie de cette manière-là le risque de crédit, on peut trancher facilement. Donc, c'est ça qui s'est passé en 2008. Et c'est ça qui, d'accord, c'est ça qui a amené un peu à l'explosion. C'est-à-dire du crédit de mauvaise qualité, parce que le subprime fait du crédit de mauvaise qualité, qui a été titrisé dans des conditions qui ne correspondaient pas juridiquement à ce qu'il fallait, et en l'absence d'une modélisation mathématique, statistique adéquate. Alors, vous me posez souvent la question, comment c'était possible? C'est possible parce que les gens ne font pas attention. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, l'année est riche de cas où on se rend compte que les banques ont noué des contacts avec des boîtes qui prenaient des risques. Là, ce qui est sorti la semaine dernière est assez impressionnant. Crédit Suisse et Nomura se sont impliqués dans des fonds qui ont des leverages complètement hallucinants, qui prennent des risques complètement délirants. Elles y sont quand même allées. Alors après, attention, il ne faudrait pas généraliser. C'est-à-dire ça concerne 1% des banques ou 1% des salariés dans 1% des banques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un risque qui concerne peu de gens. Alors malheureusement, l'impact est important parce que c'est des risques avec des leviers qui sont délirants. Et c'est peut-être ça le problème. Alors oui, vous avez après, oui. Alors après, j'essaie de faire la part des choses. C'est pour ça que à une époque, je ne parlais pas du film de Big Short parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans une approche trop simpliste. C'est-à-dire que là, il y a une question sur les agences de notation. Oui, les agences de notation ont failli, ça c'est clair. Elles ont failli pour deux raisons. Elles ont failli pour une première raison, elles ne voulaient pas perdre leurs clients, mais ça, ce n'est pas obligatoirement la raison. Alors, c'est celle, évidemment, c'est celle qui fait la une de la presse et qui fait parler. Mais les agences de notation se sont plantées aussi parce qu'elles ont noté des produits en fait, qu'elles n'étaient pas capables de noter. Et moi, à titre personnel, je trouve ça plus grave. Mais bon, ce que je veux dire, par exemple, le fait d'intégrer les corrélations de copules dans le portefeuille de crédit, en 2005, ça ne se fait pas. Ça se fait pas parce que la technique statistique, elle n'est pas ultra développée, elle n'est pas common knowledge, en fait. Donc, il y a aussi alors, elles avaient peut-être qu'elles n'avaient pas à le noter comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est pas simplement il faut faire attention, elles n'ont pas commis cette erreur juste parce qu'elles voulaient garder leurs clients. Effectivement, ça remet en cause profondément le modèle de notation, d'accord, mais c'est aussi parce qu'on s'est retrouvé à un moment face à un phénomène, face à un risque qu'on ne savait pas mesurer. Donc, c'est ça sur quoi je veux faire un peu attention, même si je suis d'accord avec partie de votre remarque. Alors, on va revenir. D'accord, un petit peu juste rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on ait fini le cours sans que vous ayez vu la titrisation. Je ne voudrais pas que vous ayez juste l'aspect subprime, en fait, même s'il est important. Parce que la titrisation, c'est important. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut faire pas mal de choses. Alors, par exemple, d'accord, ce que l'on voit de manière simple, d'accord, c'est que
la titrisation, ça va servir à la banque de sortir, ça va lui servir à sortir des actifs du bilan. Et alors là, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a l'aspect réglementaire, on va y revenir. D'accord. C'est-à-dire quand une banque titrise, elle sort des crédits, donc elle allège sa contrainte en fonds propres. D'accord. Mais il ne faut pas oublier également qu'elle allège sa gestion du risque, puisque normalement, si la titrisation était bien faite, d'accord, c'est un crédit qui n'est plus dans son bilan. Donc, la manière la plus simple et la plus facile, c'est de titriser, d'accord, et de placer sur le marché la tranche senior, la tranche mezzanine, la tranche junior. Donc, on sait tout, on vend tout, d'accord, le marché achète. Par contre, on va voir que dans certains cas, le marché n'est pas acheteur parce qu'il n'y a pas de liquidité, tout bêtement. Il suffit qu'on ait un resserrement de la liquidité sur les marchés, alors parce que la réglementation change, parce que les conditions des banques centrales sont plus aussi favorables, et ça peut être un petit peu plus difficile. De la même manière, d'accord, la banque peut avoir intérêt aussi à ne pas tout sortir. Alors, par exemple, d'accord, on peut avoir une technique simplement de refinancement d'actifs. Alors, refinancement d'actifs, on l'a vu, l'idée, c'est que la banque inscrit du crédit à son bilan et elle va avoir envie, d'accord, de libérer un peu, certes, son bilan, mais d'aller chercher des investisseurs autres. Si je reprends, d'accord, le bilan de la banque, on a vu qu'elle a du crédit, elle a du dépôt de la dette et des fonds propres, d'accord. Et encore une fois, je vous en avais un peu parlé. Imaginons, on est dans le cas français et on voit bien que sa capacité à lever du financement, d'accord, est limitée quand même assez géographiquement. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est titriser, d'accord, racheter la tranche junior. Donc, en rachetant la tranche junior, en fait, elle fait quoi? Elle conserve le risque et elle ne va placer sur le marché que la tranche la mieux notée. Ce faisant, elle va attirer, par exemple, des fonds souverains qui, eux, sont très chercheurs de tranches AAA, d'accord. Et elle va, elle, ne conserver que la tranche junior. Ce qui permet quoi? Ce qui lui permet, en fait, de ne porter à son actif que la partie junior du crédit. Donc, plutôt que d'avoir 100 en crédit au bilan de la banque, on n'aura plus, par exemple, que 30 si la tranche junior est 30%. D'accord. Donc, ce qui permet, en fait, si vous regardez bien, intuitivement, c'est comme si le marché venait se placer. C'est pour ça qu'on parle de refinancement. D'accord. C'est comme si le marché venait participer au financement par la banque du crédit dans une zone géographique donnée. C'est pour ça qu'on va utiliser le terme de refinancement, en fait. Alors, les taux bas maintenus par la Banque centrale favorisent la titrisation? Non, pas tellement, parce qu'un des problèmes, quand même, c'est que pour que la titrisation marche, il faut qu'il y ait du taux ici. C'est-à-dire que pour placer du crédit que vous allez trancher derrière, que vous allez structurer, il faut que le crédit porte sur du taux. Alors, on peut toujours titriser du crédit à 1%, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, quand il n'y a pas de taux, le crédit, il n'est quand même pas très intéressant. Donc non, ça ne favorise pas. Alors, ça favorise d'une autre manière, c'est que les taux bas, par contre, créent de la liquidité. Et donc, cette liquidité est en recherche de produits financiers à acheter. Si c'était le sens de votre question, et ça répond dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, en tout cas aux États-Unis. En Europe, encore une fois, la titrisation redémarre très, très lentement. Mais aux États-Unis, oui, la liquidité pousse les investisseurs à chercher des titres à acheter. Et ça peut être des ABS. Donc voilà, refinancement. Autre technique, alors qui peut vous surprendre, qui surprend des fois les étudiants, d'accord, c'est la banque titrise et elle va tout racheter. On va me dire à quoi ça sert de tout racheter. Eh bien, imaginons, vous avez du crédit, d'accord, vous avez en face dépôt fonds propres. Si vous remplacez ce crédit, donc c'est la même banque, hein, imaginons je fais 100% de l'actif, évidemment ça ne va pas être frein. Si la banque sort les ABS, sort le crédit et rachète les ABS, d'accord, eh bien, elle va offrir du collatéral, c'est-à-dire qu'ici, elle va être capable d'émettre de la dette
qui aura un collatéral qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus facilement identifié. D'accord? Alors ici, mon, mon, mon exemple marche peu puisque j'ai pris 100%. Maintenant, imaginons que ce soit juste une petite partie, d'accord, parce que ça va être un peu plus clair. Cette petite partie va permettre d'émettre de la dette clairement collatéralisée. Donc, vous attirez des investisseurs. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la peur des investisseurs à venir se placer au passif de banques systémiques qui ont 2000 milliards de bilan, parce que quand vous placez, d'accord, ici, vous vous placez dans un passif qui est extrêmement important, gigantesque. Et en cas de liquidation de la banque ou en cas de difficulté, d'accord, eh bien, vous allez avoir énormément de mal à récupérer votre créance. Alors que si vous prêtez avec collatéral, d'accord, eh bien, vous savez que la garantie qu'en cas de difficulté, vous êtes prioritaire sur le collatéral. Et à partir du moment où vous êtes prioritaire, eh bien, en fait, vous vous distinguez du reste du passif de la banque. On en revient ici, on est sur une technique, en fait, qu'on pourrait rapprocher à la technique des covered bonds, en fait. Donc, c'est de la titrisation, mais qui reste dans le bilan. Encore que là, c'est un peu différent. Autre technique que j'avais que j'ai gommée pour l'instant, c'est imaginons, d'accord, on est en BAL 2, le crédit exige 8% de fonds propres. D'accord, donc la banque a 100 de crédit, 8 de fonds propres. Il va s'avérer, ça c'est l'amendement de 96, on revient sur des techniques, la réglementation de base, c'est que si elle remplace 100 de crédit par 100 d'ABS, alors ce n'est plus le cas maintenant, hein, mais il va s'avérer qu'à une époque, les ABS étaient beaucoup moins exigeants en fonds propres, parce que c'était des titres financiers et que l'amendement de 96, qui portait sur les fonds propres pour titres financiers, était beaucoup moins dur que les fonds propres sur crédit. Donc imaginons que ces 100 d'ABS exigent uniquement 4 de fonds propres. C'est-à-dire qu'avec un même risque économique sous-jacent, quand vous prêtez 100, vous devez avoir 8 de fonds propres. Quand vous détenez 100 d'ABS, vous ne deviez avoir que 4 de fonds propres, même si les ABS, sont issus de la titrisation des crédits dont on parlait auparavant. Donc en fait, cette limite de la réglementation à l'époque, va inciter les banques à remplacer le crédit par des ABS. Donc en fait, on titrise et on rachète sous la forme d'ABS, le crédit. Encore une fois, qu'on soit bien clair, économiquement, à la fin, c'est exactement le même débiteur. C'est-à-dire que vous détenez les ABS ici. En fait, les ABS, sont collatéralisés par des créances qui étaient les créances qui figuraient auparavant au bilan. Donc, cette technique de titriser, de racheter les ABS issus de sa propre titrisation, c'est une technique qui crée du collatéral, mais également qui permettait à l'époque de diminuer l'exigence en fonds propres. Alors, une autre technique de libération des fonds propres réglementaires peut être un petit peu plus complexe. C'est que la banque, encore une fois, donc titrise, vous avez la banque ici, elle titrise, et derrière, elle va racheter la tranche senior. Alors pourquoi? Parce que la tranche senior AAA a une faible pondération à fonds propres. Donc en fait, là où le crédit portait 8%, eh bien, la tranche AAA, même sur ce même crédit, mais la tranche AAA, va supporter un coût très faible en fonds propres. Que la tranche junior, des fois, elle va représenter, je ne sais pas moi, 2% du portefeuille. Donc, en fait, même si elle est pondérée en fonds propres, de toute façon, elle n'est pas plus pondérée que le crédit à l'origine. Donc, on libère et la banque va placer la tranche mezzanine, qui est une tranche un peu risquée, donc sur lequel portait du fonds propre, et qui est une tranche souvent que les investisseurs sont intéressés à acheter aussi. Il y a plusieurs choses en même temps. Donc, en fait, dans cette mécanique-là, la banque conserve 60% du crédit sous la forme d'une tranche senior, mais très peu pondérée en fonds propres. Donc, en fait, elle libère du fonds propre. De la tranche junior, qui, elle, est porteuse de risque, donc pondérée en fonds propres,
Mais comme c'est un petit montant, c'est pas gênant. Et par contre, elle va libérer, d'accord, de la tranche mezzanine. Si vous rajoutez à ça ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'un ABS est moins pondéré que du crédit, d'accord, et c'était une manière un peu différente de libérer du fonds propre, d'accord, tout en répondant aux attentes des marchés financiers. Ah, bon, voilà. Donc voilà, c'est différentes techniques. On finit, j'ai vu l'heure, vous inquiétez pas, je voulais finir par deux graphiques qui répondaient à une des questions qui arrivait 2 fois. Comment ça marche tout ça? Donc, je vous ai présenté ça. Pour l'instant, je vous ai dit, d'accord, vous avez un cédant qui cède ses créances au SPV, d'accord, et qui attire des investisseurs. Avec une contrainte qui est très marquée, c'est qu'il faut que le portefeuille qui est cédé ait une rentabilité supérieure au coût moyen pondéré offert aux investisseurs. Mais pourquoi ça a marché tant que ça aussi? Parce qu'en fait, la titrisation va faire intervenir des sociétés de gestion, des agences de notation, des arrangeurs. Et dans un premier temps, chacun va prendre des commissions, c'est-à-dire l'arrangeur, c'est celui qui va construire le SPV, en fait, qui va lui donner sa forme, qui va décider du tranching, qui va décider de ça. Et il va prendre une commission pour ça. L'agence de notation va se faire payer aussi pour sa notation. La société de gestion, qui va contrôler et gérer les comptes, va se faire noter. Ensuite, une fois que le SPV est créé, vous allez avoir un rehausseur de crédit qui lui aussi va se faire payer. Le dépositaire qui va contrôler, je vais vite, mais vous le retrouvez dans la slide et vous pouvez chercher après. D'accord. L'agent payeur, donc tous ces gens-là, en fait, vont toucher des commissions dans le fait de monter, de participer à la titrisation. Et en fait, d'accord, la titrisation va aux États-Unis, va prendre une ampleur délirante aux États-Unis entre 2002 et 2008, parce qu'en fait, vous allez créer des sociétés. Alors, attendez, ça c'est après, voilà. Vous allez créer des sociétés qui vont gagner, d'accord, des frais. Alors, vous voyez, par exemple, constituer le véhicule, ça peut aller jusqu'à 0,25% de l'encours des créances cédées. L'arrangeur, celui qui bricole, enfin qui fabrique le véhicule, va prendre jusqu'à 0,35. Il y a une commission de garantie et de placement que va toucher celui qui va placer les ABS sur le marché. Et enfin, 0,15 à 0,30 pour la gestion au quotidien. Alors, vous prenez quelque chose, d'accord, de 10 milliards. D'accord, 10 milliards. 1% de 10 milliards, c'est 100 millions. D'accord, 0,1%, c'est 10 millions. Donc maintenant, prenez conscience, d'accord, on parle d'un portefeuille de 10 milliards, d'accord, et on se rend compte, d'accord, que 1%, c'est 10 millions. L'intérêt aussi, c'est que, et c'est ça qui a participé à l'explosion, c'est que par exemple, celui qui est arrangeur, l'arrangeur, il a une obligation de moyens, il n'a pas une obligation de résultat. Donc en fait, l'arrangeur va prendre 0,2, allons-y, 20 millions sur ce portefeuille. Donc 20 millions, 10, 1%, si, 1%, oui, non, mais 1%, c'est 100 millions, mais comme c'est 0,1, ça fait 10 millions. J'ai été un peu rapide, excusez-moi. D'accord. Donc, en fait, l'arrangeur, lui, va avoir une obligation de moyens, pas de résultat. Et pour ça, il va prendre 10 millions. Donc, en fait, va se mettre en place dans les années 90-2000 une industrie de la titrisation, puisque vous me posiez, la question, d'accord, qui gagne? Qui va gagner? Va gagner l'arrangeur, va gagner celui qui fait de la garantie. Les frais de gestion, d'accord, sont des sociétés qui vont gagner. Le rehausseur de crédit qui va garantir le risque de crédit va se faire payer. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à plusieurs questions qui m'ont été posées, c'est aussi pour ça qu'au moment de la titrisation, les banques vont subir à tous les degrés possibles. Alors, elles vont subir d'abord parce qu'elles ont racheté des ABS, donc déjà quand l'ABS disparaît, la banque subit, mais elles vont aussi subir parce qu'en fait, elles vont avoir racheté tout un ensemble de ces entreprises qui vont être en fait des filiales de banques, et donc ils vont vivre, d'accord, de la vie. Par exemple, garantie placement des titres, d'accord, les banques vont le toucher. Le problème, c'est que quand vous garantissez des titres, quand vous placez des titres, là, pour le coup, vous êtes engagé. C'est-à-dire vous n'êtes pas simplement arrangeur.
Donc, en fait, le problème, encore une fois, des banques dans le phénomène de la titrisation de la crise 2000, c'est que les banques, elles vont racheter des ABS. Les banques, elles vont racheter des rehausseurs de crédit. D'accord. Les banques vont des fois être impliquées ici. Donc, on voit bien, d'accord, notamment dans ces mécanismes-là, d'accord, que les banques vont être impliquées dans la titrisation au-delà du schéma initial. Je vous ai dit au début, la titrisation, c'est simple, hein. La banque, elle cède du crédit et elle n'a plus rien à faire. Elle ne rachète pas de l'ABS, elle ne gère pas au quotidien. Par contre, d'accord, si jamais la banque, on le voit dans le graphique, commence à s'impliquer à différents niveaux, elle va obligatoirement prendre des risques au-delà du raisonnable. Alors, normalement, on en a fini avec la titrisation. Oui, voilà, parce que le reste, on n'aura pas le temps et c'est un peu compliqué. Donc j'ai été bavard cette année, puisque là, il est 11h45, et c'est le dernier cours. Donc, j'ai été bavard cette année, mais bon, c'est aussi suite à vos questions. Je vous en remercie. Donc, c'est très bien. Donc, on ne verra pas la fin du cours. Alors que vous avez vu dans certains autres cours, après, pour les plus intéressés, vous avez les slides. Voilà, pour vous rassurer, pour les plus inquiets d'entre vous, donc l'examen n'ira pas au-delà de ce que l'on a vu en cours. On ne va pas prendre ce risque-là. Ça serait pas très fair-play. Voilà. Alors, c'est vrai que sur la titrisation, on peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'était quand même que vous ayez une approche, d'accord, un peu sur les enjeux de la titrisation. Si vous avez une dernière question, je suis prêt à y répondre. Je vais essayer de sauvegarder et de bien enregistrer la vidéo. Je vais faire très attention pour qu'on ne se retrouve pas avec la mésaventure de la semaine dernière. Et voilà, sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bon courage pour vos examens et pour vos césures dans l'année à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi notamment tous ceux qui ont posé des questions. Alors, dernière question quand même, je ne comprends pas bien, les banques rachètent leurs propres ABS. Oui, les banques peuvent racheter leurs ABS. Oui, les banques peuvent racheter leurs ABS parce qu'en fait, ça leur coûte moins cher en fonds propres. Et voilà, et donc juste pour ça, elles peuvent les racheter. Normalement, elles vont gérer le risque de crédit d'autant mieux qu'elles le connaissent bien, puisque c'est des créances qu'elles ont elles-mêmes effectuées. Et elles peuvent le faire. Oui. Oui. Mais encore une fois, comme elles vont le faire, en partie, ça va leur coûter moins de fonds propres et elles vont pouvoir éventuellement vendre aussi la partie AAA à des investisseurs, d'accord, qui vont venir financer le portefeuille de crédit. Prenez un graphique, vous verrez, faites-le simplement et vous verrez que ça marche bien. Voilà. Donc, bon courage pour la suite et je vous dis donc au revoir et à très bientôt.